Beaucoup de personnes ici connaissent aussi. Je lui laisse la parole. Eh bien bonjour, je m'appelle Stéphane Van Poyvel, dit Stéphane de Novelas. Donc Novelas est une association, je vais juste en parler pendant 30 secondes, ce qui va me faire vraiment du bien finalement, parce que je parle toujours de Novelas, mais jamais de moi. Et quand je pense à la dernière présentation que j'ai pu faire pour moi, ça remonte à 2005 à Madrid, donc ça date. Donc ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler de moi. Donc sinon Novelas, c'est Novelas ASBL, c'est une association d'artistes. Certains d'entre vous connaissent, certains sont membres, ont été membres ou deviendront membres. Donc l'objectif est de faire la promotion des écrivains, principalement des artistes littéraires, mais aussi des illustrateurs. Donc vous voyez, vous verrez les différentes couvertures. On a toujours, j'ai toujours pris plaisir à donner des peintures, des œuvres en couverture, ou pour certains projets collectifs illustrés à l'intérieur avec donc des artistes littéraires. On a une troupe de théâtre et pour 2014, si tout va bien, on aura un groupe musical, donc artistes au sens large. Voilà, ceci étant dit, je reviens. Alors, d'habitude, j'ai pas trop de problèmes pour parler, présenter les autres. Et ici, il se trouve que je suis seul pour me présenter moi-même. Alors, mon côté narcissique est très heureux, mais c'est pas trop mon style. En général, je parle très peu de moi, de ma vie privée, et en dehors des activités de Novelas, qui font quand même 80% de mes activités, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Et je dois avouer que pour le moment, je fais des cours du soir en promotion sociale, le CAP, pour être prof en électromécanique, donc c'est vraiment tout un domaine très théorique. Et d'un autre côté, je donne des cours de français rattrapage pour des étudiants français grammaire essentiellement. Alors voilà, je me demandais comment j'allais présenter et je dis au cours, notre prof nous demande « Connaissez-vous le cercle des poètes disparus ?» Moi je dis « Oh, mon film préféré. » Je dis « Ok, pourquoi pas ?» Et je me dis « Mais c'est vrai, le cercle des poètes disparus est un superbe film, très belle histoire. » Où on parle de poésie, on explique ce qu'est la poésie, la versification. Ceux qui ont vu le film, on parle de Pritchard avec un axe abscisse ordonné, la qualité d'un poème se mesure selon la surface représentée. Bref, Monsieur Keating fait déchirer toute l'introduction et je suis tout à fait d'accord avec lui. L'autre volet, par rapport au cours, c'est que, soi-disant, les théories subversives de Monsieur Keating ont fait en sorte que Neil Berry, un des protagonistes, des principaux personnages, se tue parce que, soi-disant, on lui aurait ouvert l'esprit sur ce qu'était la vie, la vraie vie. Et je me dis, mais c'est vrai, j'ai commencé un de mes premiers bouquins en disant il faut se libérer son cœur, il faut se libérer son esprit, et j'ai écrit donc Être libre entre cœur et esprit. C'est un livre qui date de 2-3 ans maintenant. Il faut savoir que la plupart du temps, j'écris mes textes 1 ou 2 ans en avance, je les retravaille pendant 1 an, et puis je les soumets à édition. Bon, évidemment, de mon côté, l'éditeur n'est pas trop conciliant, désagréable, donc c'est moi. Mais je fais quand même respecter les mêmes critères que je ferai présenter à d'autres personnes. Donc tous les livres qui sont édités respectent la même grille d'évaluation. Alors si je commence par celui-ci, c'est parce qu'en fait il y a son petit frère qui va sortir dans quelques mois, au mois de février, qui s'appellera « Je suis enfin libre », sous-titre « De vivre ou de mourir », où de nouveau, comme dans celui-ci, je développe plusieurs points qui sont notamment ce que nous pensons être ou connaître, c'est-à-dire nous sommes tous des individus qui avons des besoins, des envies, qui devons respecter des lois. Et la première partie, c'est quelles sont les lois, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, c'est essayer de donner des clés de lecture. Ensuite, dans ce livre, il y a une deuxième partie qui reprend les sciences humaines. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie et la théologie. Je fais le symbole de l'entonnoir puisque, en principe, ce sont des sciences qui sont de plus en plus étroites ou en tout cas de plus en plus individualistes. L'anthropologie concerne les sociétés en général, la théologie concerne la religion, les religions dans le monde, mais c'est une question de foi, la foi étant quelque chose de très personnel. Je prends ces différentes sciences humaines pour en découvrir les effets pervers, entre guillemets. Si je prends l'anthropologie, vous savez tous que nous sommes tous égaux devant la loi et devant le Seigneur, mais nous sommes tous différents. Moi je suis d'origine indienne, il y a des gens qui sont d'origine africaine, sud-américaine, russe, bref, il y a quand même des différences
on est un genre humain, et alors je ne vais pas entrer dans le débat du racisme, mais est-ce qu'il y a plusieurs races ou pas? En tout cas, certaines personnes peuvent décider, comme un certain Adolphe, que certaines races sont meilleures que d'autres. C'est une des dérives. On peut parler du colonialisme, en disant que les bons occidentaux ont une âme, alors que les mauvais sud-américains ou africains n'en ont pas. Donc ce sont toutes des questions que je pose, j'apporte une réponse, c'est la mienne, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Et la dernière partie concerne un peu, je vais dire, toute une série de recettes. Et c'est plutôt ça que je vais vous lire, en tout cas ici. C'est par exemple la galanterie. Moi, je pense être assez galant, je tiens la main des dames quand elles doivent traverser la rue ou rejoindre leur chaise, je laisse passer les personnes, je tiens les portes des ascenseurs, mais la galanterie. D'aucuns estiment que la galanterie est un état qui se perd. Force est de constater que l'égalité des sexes réduit fortement la galanterie, et c'est une bonne chose. La galanterie n'est qu'un corset que l'homme propose aux femmes qui l'acceptent, et pire, le réclament. La galanterie n'est que le fait d'accomplir un acte que la femme peut très bien réaliser seule pour s'attirer ses faveurs. Ce n'est certainement pas un acte désintéressé, car la galanterie n'est bien souvent que factuelle. L'homme n'est galant que lorsque ça l'arrange. La femme la réclame lorsque ça l'arrange elle. Tenez la porte à un collègue, vous serez aimable. Essayez pour une collègue et vous verrez la différence. Mais si cette collègue a plus de 50 ans, on ne dira plus que c'est de la galanterie, mais de la politesse. Pourtant, la galanterie est bien au service du sexe faible. Alors, qui plus est, quand c'est pour aider une personne âgée à traverser la route. Soyez poli dans tous les cas de figure. S'il y a quelqu'un pour dire que c'est de la galanterie, tant mieux pour lui. Et gardez à l'esprit que le service est avant tout un acte généreux, désintéressé et asexuel. Donc voilà, vous avez là, par exemple, pour la galanterie, vous avez la même chose pour différents autres sujets. Le tableau des règles du jeu, ses valeurs, le misérabilisme ambiant, enfin voilà, vivre sa vie. Donc voilà, ce sont toute une série de petites réflexions tirées de mon vécu ou de mes rencontres. Voilà, ça c'est le tout premier que je vous ai proposé. Ensuite, nous allons parler de la poésie. Nous allons voyager aujourd'hui. Et lorsque l'on fait de la poésie, j'ai tendance, quand je fais des présentations littéraires, de commencer par un texte poétique, qui cette fois-ci n'est pas de moi, mais qui est pris du cercle des poètes disparus, puisque c'était mon fil conducteur. Nous avons donc ici, lors des réunions du nouveau cercle de poètes, l'obligation de lire le texte d'introduction de Soro, qui est « Je partis dans les bois, parce que je voulais vivre sans me hâter, et sucer toute la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie, pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. » C'est un texte qui est très intéressant et qui nous rappelle que systématiquement, on doit penser à vivre et profiter de la vie. Ce qui nous amène donc à la poésie. Quelqu'un a déjà eu l'occasion peut-être de lire l'un ou l'autre des recueils précédents, puisque celui-ci est le troisième volet, je ne sais pas. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire des lectures ici d'ailleurs, ou lors des salons. Alors plutôt que d'expliquer la poésie en long et en large, comme l'aurait fait le Pritchard, je vais tout simplement vous lire un ou deux textes, c'est le plus agréable et le plus rapide en fait. Si vous voulez approfondir les textes ou découvrir un peu plus la poésie, vous pouvez toujours me venir vous trouver après, j'ai pris quelques exemplaires aussi. Alors, l'amour. L'amour n'est pas un torrent de passion, mais une maison en construction. Il ne souffre ni la colère ni la déraison. Il est un poème écrit avec émotion. L'amour nous abreuve quand on a soif, nous nourrit quand on a faim d'envie. Souvent par tempête, la vie nous décoiffe, mais l'amour reste un serment qui nous lie. L'amour nous donne de l'espoir en l'humanité, alors que rien ne l'y avait autorisé. L'amour nous prédestine à la fin, car c'est la mort au bout du chemin. Au bout de l'amour, il y a la mer, et puis la mort.
je vais vous lire un autre passage qui s'appelle Le Respect, qui est un petit texte que j'ai lu à la radio, sur Charles King Radio. Ces livres aussi, d'ailleurs, sont présents chez Molière et seront de nouveau mis en promotion à la foire du livre de jeunesse qui se tient cette année à Charleroi, du 16 au 20 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours. C'est déjà bientôt tout ça. Alors, j'ai une fâcheuse tendance à baisser le ton de ma voix quand je lis de la poésie, donc si je parle trop bas, n'hésitez pas à faire des grands signes. Voilà. Ça s'appelle Le Respect. Toucher son corps n'est rien. Elle ne le donne encore qu'en vain. Mais frôler sa peau me donne des frissons. Connaître ses émotions me permet un écho, un retour à son cœur, qui battrait quelque part pour un peu de bonheur. Je suis son compagnon d'écart. Dors, princesse, dors et que nul ne t'agresse, ni mon amour intense, ni mon absence. Ce livre a été soumis à la critique de certains auteurs, et je les ai lus avec amusement, intérêt, désintérêt. Je ne suis pas très sujet aux critiques en fait. Je les lis pour voir, c'est toujours très intéressant qu'on parle de vous, que ce soit en bien ou en mal, et plutôt en bien qu'en mal d'ailleurs. Mais ce livre a quand même quelques caractéristiques très importantes. C'est qu'il est composé de différentes parties. La première étant une partie sur les animaux en voie d'extinction. Il y a notamment le tigre, le requin, le panda. Il y a ensuite une partie dédiée aux femmes qui ont inspiré la plupart de mes jeunes années, et j'en ai encore quelques-unes j'espère, d'années bien entendu, pas de femmes. La dernière partie est une rubrique lecture publique, c'est le genre de texte construit, donc généralement avec une versification, soit en alexandrin, soit en structure, en tout cas bien définie. Et il y a la toute dernière partie qui sont des citations, et je vais juste, si vous me permettez, au moins en lire une ou deux. Voilà. On dit souvent que la folie nous guette. Moi, je l'ai traquée et attrapée. Alors, ça c'est une phrase que j'avoue avoir dite à quelqu'un, mais c'était dans un cadre très précis. Je m'en excuse déjà. Ta beauté est tellement intérieure que même le décorateur a préféré changer de métier. Elle avait demandé que je lui fasse une critique sur son aspect physique, et de façon très poétique, j'ai pensé à ça, je m'en excuse. Je le regrette d'ailleurs. Alors, à force de faire ce qui est juste, on oublie parfois ce qui est bon. Voilà. Dans beaucoup de mes textes, il y a, en tout cas dans les textes poétiques, il y a soit de l'amour, soit une morale. Donc voilà. Ceci étant la deuxième activité de mes textes. Donc nous avons les essais, la poésie. Je n'ai pas de roman parce que le roman il sort dans 10 jours. Il s'appelle Godai-san et ce sera mon premier vrai grand roman. Il fait 190 pages. C'est l'histoire d'un lycéen et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler l'année prochaine quand il sera arrivé à maturité dans vos mains, comme ça on saura de quoi on parle. Donc du coup je vais repartir sur un autre livre. J'espère que ça va, hein, je ne fais pas trop vite. L'un des grands projets de Novelas ASBL et le mien en tant qu'individu, c'est de faire la promotion de la langue française, des illustrateurs et de la nature. Je suis un grand passionné des animaux, des plantes, et la plupart des corrections de textes ou des lectures de manuscrits, je les fais au parc, sous le soleil, sous un arbre, et je profite de voir les papillons, les gendarmes et autres petites fourmis venir me titiller les doigts de pied, en éventail bien sûr, et du coup, j'ai eu l'idée de sortir un petit livre, je vais vous montrer l'intérieur, où vous avez donc chaque fois une illustration, si vous voulez je le ferai passer, une petite fiche technique très, entre guillemets, scientifique, et un petit texte explicatif que j'ai écrit. Alors ce livre est un travail entre guillemets quasi de recherche. Les 20 premières pages expliquent un peu l'évolution de la nature, il y a des tableaux, il y a des enchaînements, il y a même une petite bibliographie de certaines personnalités qui ont influencé, par exemple Jean-Baptiste Delamarre, Charles Darwin,
Bougainville, tous des naturalistes, des botanistes ou des grands voyageurs qui ont fait des recensements. Il y a donc des tableaux. Et donc les 20 premières pages sont vraiment très, très didactiques et que l'on peut utiliser dans toutes les écoles primaires, voire secondaires, inférieures. Donc voilà, alors ce livre, j'en suis fier. Il faut savoir qu'il y a une centaine d'illustrations et 4 illustrateurs ont été contactés pour faire toutes les illustrations. Ils ont reçu chacun un petit salaire, bien sûr, parce que tout travail mérite salaire. Et ils ont gardé tous les originaux. Donc ils ont la possibilité de les exposer ou de les vendre. Ils sont restés propriétaires de leurs œuvres. Moi, je leur ai juste demandé, pour me dire, voilà, laissez-moi juste prendre ces images pour faire le livre. Voilà, si vous voulez le faire passer, feuilleter à votre aise, de toute façon. C'est le seul livre que j'ai écrit où il n'y a pas mon nom sur la couverture, parce que personnellement, je ne considère pas avoir fait un travail d'écriture, mais un travail de recherche. Et le sous-titre, c'est Le Citadin, donc je suis auteur Le Citadin. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez prendre avec vous et vous balader dans les rues de Bruxelles. Il faut savoir que toutes les espèces qui sont reprises sont des espèces dites urbaines, c'est-à-dire que l'on retrouve quasi systématiquement dans les parcs, dans les rues, les espèces y compris. Par contre, dans les parcs, j'ai remarqué, moi j'habite près du Square Ambiorix et du Cinquantenaire, il y a des animaux d'importation comme les perroquets, que je n'ai pas repris, ou des plantes, des arbres qui sont, par exemple des cerisiers du Japon, qui ne sont pas naturellement sur notre territoire. Donc j'ai vraiment pris des sélections de plantes, arbres et animaux que l'on a naturellement chez nous. Voilà. Donc si vous vous baladez à 2 h du matin et vous croisez un renard, c'est tout à fait normal. Alors, tout le monde me dit qu'il a vu un renard. Moi, ça fait 7 ans que je vis à Bruxelles. Ça fait 7 ans que je suis un peu noctambule et que je me balade la nuit. Et je n'en ai jamais vu un seul. J'en ai photographié. Ben voilà. Avenue de Ferrure. Voilà. Donc, comme quoi, il faut se balader à des heures où je ne suis pas là. C'est-à-dire que avenue de l'Horizon, c'était une maison qui avait un jardin qui donnait sur un petit bois. Ah, bah, et ce petit bois sur l'avenue de Ferrure. Et les renards venaient manger la nourriture des chats. Voilà. Mais tout près, comme ça. Il y a des habitations. J'ai des photos qu'ils trouvent. Alors, j'ai une petite anecdote aussi relative au cours. La semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, j'étais dans une salle un peu comme ceci, où il n'y a que 10 étudiants sur l'ensemble des chaises présentes. Et il y a un petit papillon qui arrive, qui s'installe, qui tourne en rond, et puis qui vient s'installer à côté de moi. Et je le regarde, et je me dis, tiens, je ne connaissais pas cette sorte de papillon, et je me dis, tiens, fin septembre, début octobre, il y a encore des papillons. Et en fait, il s'est avéré que c'est un papillon jaune qui s'appelle un papillon citron. Ah bon. Alors j'ai oublié le nom exact, le nom scientifique, mais il faut savoir que les papillons, en général, sont dans la mythologie, des véhiculeurs d'âmes. Alors soit ça signifie qu'il y a eu un décès, soit qu'une personne va naître. Et il s'avère que samedi, j'ai été à un baptême. Le baptême de la fille de ma meilleure amie. Donc peut-être qu'en faisant des liens, en cherchant un peu, on arrive à comprendre qu'un petit papillon puisse entrer dans une classe de cours où il fait plus chaud et s'installer à côté de quelqu'un. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'année dernière, dans la même classe, c'était une araignée qui a fait fuir tout le monde. Il y a d'ailleurs 6 araignées dans le livre. Donc je vous invite à tourner rapidement les petites pages, puisque les photos et les dessins sont relativement précis. Donc voilà. J'ai déjà fait le tour de 3 des bouquins. Je parle pas trop vite, je vais pas trop vite. Donc jeudi, on me parle du cercle des poètes disparus. Donc, le professeur ayant dit quelque chose qui m'a un peu perturbé par rapport à la trame narrative, moi qui adore ce film et qui veut croire que l'on peut être un monsieur Keating, apporter des idées un peu novatrices, et d'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, monsieur confirmera sans doute, on essaye d'apporter une approche différente. On n'est plus le professeur qui enseigne avec, voilà, vous écoutez, vous prenez note. On essaie de faire participer les gens. Et on sait que M. Keating avait déjà, en 1959, pris les bonnes décisions et faire en sorte que le libre arbitre soit mis à l'avant. Et donc j'écrivais un texte que vous verrez, en tout cas les membres de Novelas, dans le prochain mag, où il y a donc 8 pages sur le cercle des poètes disparus, avec une analyse du film, des personnages, etc. Et pendant que j'écrivais ça, j'ai une dame qui a frappé à ma porte, qui s'avère être la grand-mère de ma voisine, et qui avait acheté l'année dernière ce livre-ci, parce qu'elle organise des ateliers d'écriture. Je me dis que ici vous êtes tous
féru de littérature, écrivain édité ou non, je me dis, bon, si je ne viens pas avec ça ici, comment est-ce que je vais le présenter? Ça s'appelle Plaisir d'écrire. Alors, mon ambition n'est pas de faire des profanes des grands écrivains, ou d'améliorer la technique déjà de bons écrivains, puisqu'en général, ils travaillent, ils s'améliorent eux-mêmes, ils ont besoin eux-mêmes de découvrir qui ils sont et comment ils écrivent. Mais ceci permet d'avoir quelques pistes de réflexion. Il y a notamment les trames narratives. C'est un sujet qui fait une bonne vingtaine de pages et qui permet d'expliquer comment on crée une histoire. Alors, dans mes exemples, c'est généralement pour écrire une nouvelle, mais ce qui est valable pour une nouvelle peut l'être pour un roman. Alors je vais peut-être faire hurler tout le monde en disant que c'est plus ou moins la même chose. On est bien d'accord, une nouvelle c'est très court, c'est très concis, on va à l'essentiel. Un roman, 200, 300 pages, on a le temps d'étayer, de mettre des décors, d'expliquer. Bref, d'accord. Mais le principe de la transposition des idées en mots et en phrases reste le même que ce soit dans une nouvelle ou dans un roman. Et donc ici vous avez la possibilité de voir un peu le mécanisme de fonctionnement d'une trame narrative, la trame policière, le triangle amoureux. Et au fil des pages, de façon très, très simple, finalement, je ne prends pas un vocabulaire trop élevé, on apprend des techniques. Alors, tout au long du livre, il y a deux chemins de lecture. Il y a bien entendu le premier qui est « j'ai envie d'apprendre à écrire, j'ai envie d'apprendre à lire en public, j'ai envie de poser ma voix ». Et c'est bien parce que tout à l'heure, tu parlais d'exercices de yoga, et il y a des exercices de relaxation dans le livre. Je ne sais malheureusement plus où exactement, sinon j'aurais vite pris la page, mais voilà. Il y a aussi un grand chapitre sur la rédaction de mémoire, puisque je fais beaucoup de corrections de mémoire pour les étudiants, et certains, je les aide depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont donné leur projet au professeur, j'interviens. C'est-à-dire je fais déjà des corrections et on retravaille le style, la compréhension globale, les oppositions. Et en fin du livre, vous avez toute une série de figures de style. Alors on va faire un petit jeu. On va voir si vous connaissez encore vos grands classiques. Qui va me dire ce qu'est une hyperbole, ou au pire me donner un exemple? Oh là là, c'est trop vieux. C'est un grand classique quand même, Hyperbole. Non? Je suis sûr que vous en utilisez tous. Et c'est ça le plus amusant, c'est que quand on écrit, on ne le sait pas. Et après, quand on prend la peine de voir la définition, j'ai utilisé 25 des figures de style. C'est affreux. Bon, une hyperbole, c'est un emploi des expressions exagérées pour frapper l'esprit. Par exemple, il pleuvait à torrent. Ah ouais. On est bien d'accord qu'il n'y a pas des torrents qui tombent, mais il pleut beaucoup. Bon, allez. C'était un des classiques, ça. Je ne vais pas vous demander les plus compliqués, elle. Oui, mais quand on a fait la maths, on ne sait pas ce que c'est une hyperbole. Hein. Peut-être. Tu parlais de mathématiques tout à l'heure. Une hyperbole, parabole, c'est bon. Bon, allez. Un chiasme, ça c'est un grand classique, on le voit en mathématiques. Un quoi? Un chiasme. Je ne sais plus non plus. Voilà, c'est ça, c'est un C'est quoi? croisement. Placement en ordre inverse des mots de deux propositions qui s'opposent. On le fait en mathématiques puisqu'on croise les x et les y pour faire des variations. Alors, bon, je vais arrêter là avec les figures de style. Oui, on est pas Je très... vais juste terminer sur ma préférée, que j'ai découverte C'était pour voir dans notre une émission émission télévisée, où c'était donc des chroniqueurs, voilà, je cherchais le terme exact, des chroniqueurs qui parlaient d'événements liés à la télévision, et ils disaient « je vais faire une prétérition ». Moi je dis « tiens, Une prétérition. Prétérition. Alors je vous donne la définition. Une prétérition consiste à dire quelque chose en déclarant qu'on se gardera de le dire, de la dire si c'est une chose. Est-ce que ça vous donne une idée de ça que ça pourrait être? C'est pas nos prétéritions. Alors je vais faire une prétérition, c'est « je ne vous dirai pas que je ne savais pas que je devais considérer nos collègues comme des incapables ». Je l'ai dit textuellement à mon boss, il n'a pas compris du tout que c'était une prétérition, il m'a engueulé. Ben oui. Voilà, mais quand on relit la phrase, c'est « je ne vous dirai pas », donc je ne le dis pas, que je ne savais pas, à la rigueur je peux ne pas savoir, que je devais considérer mes collègues comme des incapables. Ce qui ne veut pas dire que je les considère comme des incapables. Ça veut juste dire que je ne savais pas que je pouvais le faire. Enfin bref, la prétérition est amenée à utiliser avec des pincettes et des baguettes, donc je ne vous dirai pas que vous êtes là en train de m'écouter.
C'est un exemple de prétérisme. C'est opposé à la pensée positive. Ça dépend. On peut très bien dire que je ne vous dirai pas que je suis un homme merveilleux. C'est une pensée positive. Dit par soi-même. Ça, je te laisse juger. Là, moi, je ne prends pas de risque. Et puis d'ailleurs, je serais dans le tour, c'était quoi d'ailleurs? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce livre? Parce qu'en fait, je peux vous en parler pendant des heures et des heures, mais si je vous... Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, quelque chose, là, tout de suite, qui vous intéresserait de savoir un éclaircissement ou sur une figure de style, sur une façon d'écrire, sur comment on écrit un poème? Il faut savoir que la deuxième, donc la première trame, c'est l'écriture par rapport à la nouvelle, et la deuxième, ce sont des exercices pour améliorer son style poétique. C'est il y a un bête exercice, bête entre guillemets, c'est par exemple, c'est un exercice que j'ai dû faire en 5e secondaire. Je vous lis un 4. Quand se lève le vent du nord, quand tu reviens grandi vers moi, quand tu respires mon parfum, nous comprenons l'espérance. Bon, il n'y a pas de rime, on s'en fout, le but c'est pas là. Mais l'objectif c'est que le prof soulignait 4 mots, et l'exercice consistait à remplacer ces 4 mots par des verbes ou non, ayant donc la même valeur. Donc ce sont des genres d'exercices qui permettent, 1, d'enrichir son vocabulaire, 2, de comprendre effectivement si on a bien compris la structure de la phrase, et 3, eh bien, tout simplement de proposer des variations sur le même thème. Donc la deuxième version, c'est quand se couche le vent du nord, quand tu reviens affaibli vers moi, quand tu respires l'air de la vie, tu comprends l'espérance. Voilà, et donc ça, on peut décliner l'exercice à l'infini, ce qui permet, dans un deuxième temps, si on rajoute des complications, imposer une rime, par exemple. Voilà. Donc, sinon, dans des exercices de relaxation, il y a bien entendu, et là je pense que certains d'entre vous savent que j'aime beaucoup faire du yoga. Merci. Et que donc je prends facilement la position, voilà, je ne voulais pas le faire parce que j'ai mes chaussures, Lotus. mais la position du lotus, exactement. Alors dans ce livre, on apprend non seulement à écrire, mais avant d'écrire, comme avant de courir, il faut savoir marcher, on apprend à lire. Mais quand je dis lire, c'est pas lire chacun chez soi dans son côté, c'est lire en public. Lire en public, ça suppose choisir ses textes, ça suppose être dans un état d'esprit positif, ne pas être stressé, résister à l'angoisse, respecter le timing. Bon, ici, on a dit, moi j'ai carte libre, je sais que j'ai 3 quarts d'heure, je sais que je peux partir dans tous les sens, je vais gérer le temps. Maintenant, si on a un texte de 4 pages et qu'on n'a que 2 minutes 50, ben, il faut arriver à soit mettre les 4 pages en 2 minutes 50, ce qui ferait qu'on accélérait le débit et que plus personne ne comprendrait, ça non plus. Donc bref, ça c'est pas intéressant. Donc l'idéal, et ça c'est le grand dame de la plupart des gens qui font des activités littéraires, ateliers de lecture, j'en fais quelques-unes moi-même par année. C'est, ben voilà, moi quand je viens ici, je prends un texte qui fait maximum 20 lignes. Je ne prends pas un texte qui fait 4 pages. C'est un choix. Ensuite, il y a aussi un chapitre sur lire théâtralement. Et ça, c'est notamment, on a fait les lectures de Avomasque, une des pièces d'Isabelle, de moi et d'autres personnes. Alors, c'était pas du théâtre, c'était des lectures théâtrales. Ça suppose qu'on a une façon de présenter le texte qui n'est pas basée sur le physique, à proprement parler, mais beaucoup plus sur la voix, l'intonation, tout en donnant l'impression que l'on est réellement ou presque dans une pièce de théâtre. Et donc, de nouveau, il y a toute une série d'explications, comment se préparer, comment poser sa voix, réfléchir, se relaxer, etc. Donc, c'est un texte très très intéressant, enfin, le livre en lui-même est très intéressant, que l'on connaisse ou pas toutes ces choses. Déjà, c'est bien parfois de se les remettre à l'esprit. Alors, on va juste vérifier si vous avez bien une oreille attentive. C'est un petit exercice que j'ai donné à mes comédiens. Alors, vous conduisez un bus, il s'arrête toutes les 10 minutes. Vous pouvez prendre note si vous voulez. Au premier arrêt, montent 2 enfants de 10 et 9 ans. Au second arrêt, monte une dame de 69 ans et un jeune homme de 32 ans. Au troisième arrêt, une dame de 42 ans. Bon, en général, à ce moment-là, tout le monde s'est arrêté de compter. Et puis, ils arrivent au terminus où tout le monde descend. Il y a 2 questions.
Combien de temps le bus a-t-il roulé? 40 Deuxième réponse, en sachant que le conducteur a certainement un âge compris entre celui des enfants et celui de la vieille dame, donnez-nous son âge. Voilà. Alors, pendant que je faisais mes tests pour mes comédiens, je leur disais la réponse n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la façon dont vous allez réagir par rapport aux questions. Dans le cadre des pièces de théâtre, c'était simple. Si je me demande à quelqu'un de faire quelque chose qui me dit que je ne peux pas, je dis, ok, mais tu es sur scène, tu vas quand même devoir faire quelque chose. Alors si tu me dis juste que tu ne peux pas et que tu descends de scène, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici c'est la même chose. Vous avez un problème qui en soi est très compliqué et qui au final en réalité est d'une débilité crasse. Je vous le relirai après. Mais comment réagir? Alors, il y en a qui vont peut-être aller sur Internet, chercher, il y en a qui vont prendre une calculatrice, calculer tout. Non. J'ai entendu la première réponse qui est 40 minutes. Alors, la bonne réponse, c'est au moins 40 minutes. Mais 40 étant le minimum. Au moins parce qu'on n'a pas dit le nombre d'arrêts qu'il y avait entre le terminus et le départ. Voilà. C'est pour ça que la précision est importante. Par contre, pour l'âge du conducteur, personne. Si, parce que vous conduisez un bus, c'est l'âge de chacun. Bravo. Voilà. Bravo. Ah ouais. C'est ça. Mais tout le monde n'y aurait pas pensé. La plupart disent 29 ou 42 ou calculent. Donc voilà. Et effectivement, la première, c'est vous conduisez un bus. En général, personne ne retient cette partie de la phrase et tout le monde « Ah, il faut que je note !» Voilà. Donc, tout le monde sait lire, mais il faut encore écouter ce que l'on lit. Voilà. Donc, ce petit bouquin très 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 intéressant n'est vendu qu'à 10 €, prix modique. Pourquoi 40 minutes là, je crois 40 minutes. Au moins 40 minutes. Pourquoi? Il s'arrêtait toutes les 10 minutes. Oui. Il a dit, chaque fois quand il s'arrêtait, il y avait des gens qui descendaient, qui avaient 10 minutes contre chaque gare. Mais il n'a peut-être pas dit que voilà, il s'arrêtait encore d'autres moments. On a parlé de 3 arrêts du terminus, mais on n'a jamais spécifié. Je dois avouer que j'ai déjà entendu ce genre de... Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai... Ah, ça c'est très honnête. Ben Voilà. ouais. Et je dois avouer que je ne suis pas l'auteur de ce dépend toujours comment on ce regarde texte-là, votre oui, mais le principe, non. On m'a fait la blague aussi. Je dois aussi avouer que j'ai cherché pendant 10 minutes avant de m'en. Et encore, voilà. Donc, comme je dis, ce livre peut intéresser d'autres personnes, ou vous, mais quel que soit le contexte. Je veux dire, ça va au-delà de juste l'écriture. C'est vraiment aussi replonger dans un univers, dans un monde. Ça vous donnera aussi, et ça c'est mon grand drame maintenant quand je regarde un film, chaque fois que je vois le film, je vois l'analyse du film, je vois la trame, je suis perdu, parce qu'à la moitié du film, je sais déjà comment ça va continuer. Et pour peu que je sache combien de temps dure le film, je sais déjà que la personne qui meurt à la 42e minute n'est pas morte. Parce qu'il y a encore 2 heures après. Donc voilà. Ça, c'est le grand drame. Arrêtez d'être hyper doué comme ça. Pardon? Arrêtez d'être hyper doué comme ça. C'est une boutade, c'est une boutade. Non, mais c'est pas une question. C'est une boutade. Oui, c'est Justement, en parlant des timings, nous dépassons les timings. Petit à petit, donc on va aller vers... voilà, c'est parfait. C'est parfait. Tu m'as fait peur. Ben voilà, ouais, je suis là à bien écouter ce qui se passe. Parce que moi aussi, j'ai... Donc voilà, en fait, ceci, ce sont des livres donc, qui ont déjà été édités. C'est vrai que c'est fatigant. L'année dernière ou celui-ci cette année en février. Et dans 10 jours, en plus de mon Godai 5, sort To Coach, qui est un bouquin sur le coaching. Alors le coaching est un super mot à la mode. Tout le monde a droit à son petit coach, soit au niveau des gyms, soit au niveau Alors qu'on est assurance du soir, arrêter de fumer, machin bidule, bref. Pardon? Ouais, il y a même des émissions là-dessus. Moi je n'ai plus la télé, donc je ne sais pas très où prendre. Par contre, j'ai l'occasion de donner des coups de main à différentes personnes et donc à ce titre d'être baptisé, bombardé, coach. C'est mieux que de dire ouais c'est un ami qui m'a aidé, c'est toujours mieux de dire c'est un coach qui m'a aidé. C'est de ouf, mais voilà, c'est la réalité. Et donc ce petit livre propose une analyse sur ce qu'est le coaching. Alors le to coach c'est écrit avec 2 O, donc ce n'est pas le verbe to coach, mais to coach, trop de coach ou aussi coach. Donc c'est un petit jeu de mots par rapport à ça. La préface a été signée par une licenciée en psychologie, donc qui fait parfois aussi du coaching. Donc elle a lu le livre, elle m'a fait corriger certains passages, et voilà. Donc apparemment ça lui a bien plu, donc tant mieux. Coach, oui, c'est le tout, c'est tout, trop de coach. Alors, pour faire simple, et comme on arrive bientôt au terme, je vais juste vous
lire un peu la table des matières. Donc, dans la première partie, on explique un peu ce qu'est le coaching, donc à quoi ça sert, différents modèles, garder confiance. Après, je donne des techniques qui sont mes techniques, qui sont des techniques d'autres personnes, qui ne sont pas forcément les bonnes techniques, parce que ce qui est très important, et ça je tiens quand même à dire, c'est qu'il y a autant de coachs qu'il y a de bénéficiaires. Donc chaque façon de travailler doit être adaptée en fonction de la personne. La base du livre est de nouveau pour les étudiants. C'est la trame principale, c'est comment aider une étudiante ou un étudiant à travailler, réaliser son mémoire depuis le moment où il le donne au moment où il doit le corriger. Et je fais ça parce que j'ai eu une étudiante qui est venue une semaine avant la fin. Stéphane, il faut corriger mon travail. Ok, tu dois le rendre quand? Vendredi. On est quand? Lundi. Tu te fous de ma gueule. Ok. Et t'en as écrit quoi? Ben en fait j'ai écrit les 2/3. Elle a rendu. Elle a eu 93%, ça m'a épaté. Franchement, on n'a pas beaucoup dormi sur cette période-là, mais voilà. Et donc, le coaching, là, c'était plus du coaching, c'était de l'assistanat. C'était vraiment, genre, elle finissait son texte, je corrigeais en même temps, on vérifiait, elle envoyait à son maître de stage, on revenait, enfin, c'était un vrai cauchemar. Du coup, une des clauses principales pour faire un bon coach, c'est prévoyez un timing cohérent sur l'ensemble de l'année. Voilà, ça, par exemple, ce sont des exemples. À la fin du bouquin, il y a des cas pratiques sur le concours, les tests, les examens, comment s'habiller pour aller à un entretien d'embauche, comment rencontrer la femme de sa vie, arrêter de fumer, voilà, bref, il y a pas mal de petites choses. Il sera bientôt disponible. Et la chose la plus importante... Pardon ? Il faut un coach pour rencontrer la femme de sa vie? Non. Mais non, il ne faut pas formatiser tout comme ça. Ta meilleure amie ou ta meilleure amie qui te dit ok, lui il est sympa, bon bah, tu vas mettre ton chemisier à fleurs bleues, ton underbras, tu mets pas une mini-jupe parce que c'est le premier rendez-vous, tu mets ton pantalon à pince moulant. Ça c'est du coaching amical, on est bien d'accord. Mais c'est tout le monde peut devenir coach dans la mesure où tout le monde est capable de donner des conseils. Après, il est à chacun de savoir si ce conseil est pertinent, efficace ou pas. Et je terminerai là-dessus, qui introduirait éventuellement donc, la suite de celui-ci. Il y a un grand chapitre sur ce qu'on appelle l'estime de soi et garder confiance en soi. Parce que c'est ce qui fait défaut à la plupart des gens. Coach, quand ils arrivent sur le parcours, ils sont confrontés à toutes les difficultés. Manque de timing, méconnaissance du sujet, méconnaissance de la langue française. Il m'est arrivé de devoir réécrire tout un travail parce qu'il avait écrit en jeu alors qu'il devait le faire en i. Voilà. Voilà, eh bien. Merci à vous. Ah, c'est pour voir. Voilà, tu disais voilà, au début que peut-être ce serait mieux que quelqu'un te pose des questions, mais je crois que c'était très bien en monologue. Merci Stéphane Van Polweg pour cette globale présentation de ce que tu as écrit.